Alors voilà, bienvenue au comité consultatif sur la réalité policière. Merci beaucoup de votre disponibilité. Merci de nous avoir partagé au préalable le mémoire. Je m'appelle Bernard Sévigny, je coordonne les activités du comité et je vais agir comme président de la séance d'aujourd'hui. Je vous présente immédiatement les autres membres du comité consultatif, Madame Nicole Gibault. Voilà, Madame Gibault. Il y a Madame Marlene Jennings. Madame Jennings, Monsieur Alexandre Matt et Monsieur Louis Côté. Bonjour. Alors, nous avons reçu, comme je le disais, votre mémoire très intéressant. On en a pris déjà connaissance. Maintenant, pour quelques consignes, une présentation d'une dizaine de minutes. Il va rester environ une minute, je vous demanderai de conclure. Vous l'avez dit, Monsieur le maire, le temps imparti est assez court. Nous avons 20 minutes d'échange par la suite. Et on va se permettre, étant donné on est tous visibles à l'écran, on va se permettre d'orienter les questions à vous, Monsieur le maire, ou à vos collègues, au chef de police et à Maître Enfield. Donc, voilà la façon dont on va procéder. Membres, il s'agit de lever la main ou pour vous, les invités, si vous voulez prendre la parole. Sinon, l'enregistrement est déjà débuté. Ça va être mis sur le site Internet du ministère de la Sécurité publique demain, mais votre mémoire est déjà en ligne sur le site du ministère. Alors, voilà pour. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour tout le monde? Alors, Monsieur le maire, je vous laisse la parole et vous en avez pour une dizaine de minutes que vous pouvez partager avec vos collègues. Alors, les 10 prochaines minutes vous appartiennent. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Écoutez, rapidement, moi, pour ma part, je vais faire ça rapidement, puis mon collègue aussi, qui est conseiller municipal, Stéphane Enfield, va faire ça rapidement pour laisser le plus de temps possible à notre directeur de police qui, lui, vit la réalité à tous les jours. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de nous laisser, bien sûr, l'opportunité de présenter notre mémoire. D'entrée de jeu, nous appuyons entièrement la volonté exprimée dans le cadre de l'élaboration du livre vert de l'organisation municipale. C'est une belle occasion de moderniser nos organisations et nos institutions policières en tenant compte, bien sûr, de la réalité des différentes communautés et de l'évolution de la société québécoise. Nous partageons la même volonté de moderniser l'organisation policière et le cadre réglementaire afin de s'assurer de pouvoir compter sur une police efficace, efficiente et moderne en phase avec les attentes, bien sûr, de nos concitoyens et concitoyennes. Occasion également d'assurer une plus grande équité du financement des organisations policières. Ça, pour nous, c'est bien sûr très important. Avant de céder la parole à mes collègues, j'aimerais attirer votre attention sur une iniquité. Je vais faire ça rapidement parce que je le sais que plusieurs de mes collègues en ont grandement parlé. Vous le savez, nos citoyens payent des impôts, des taxes, mais ils payent aussi des taxes municipales. Et à ce titre, on trouve ça un petit peu injuste qu'on paye doublement, bien sûr, pour le service de la police. J'arrête là, je sais que plein des autres villes en ont parlé. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole maintenant à M. Stéphane Enfield, qui est conseiller, mais qui est aussi président de la commission de l'éthique, mais de la sécurité publique. Puis après ça, à M. Desmarais, qui est notre directeur de police, qu'on vit une situation qui est vraiment peut-être un peu différente d'ailleurs. Je pense que Mario va être capable de vous amener vraiment une réalité différente. Stéphane? Oui, merci. Alors, j'aimerais profiter de l'occasion pour attirer votre attention sur le respect de l'autonomie municipale. Nous sommes d'avis que le respect de l'autonomie des municipalités doit se faire valoir lorsqu'il est question de nomination du chef de police et du processus d'approbation des budgets d'opération. C'est le conseil municipal qui est imputable auprès de la population. Il serait difficile d'imaginer qu'une organisation municipale puisse être efficace et efficiente si elle ne dispose pas d'une autonomie complète en ce qui concerne l'élaboration de son budget et du contrôle des dépenses. C'est justement cette autonomie qui permet aux élus municipaux de tenir compte du contexte général des finances d'une municipalité et de la capacité de payer des contribuables. À cet effet, nous recommandons de respecter l'autonomie décisionnelle des organisations municipales, notamment en ce qui a trait à la nomination des directeurs de police et du contrôle budgétaire des services de police municipaux. Je vous remercie. Ça a été bref. Je cède maintenant la parole à M. Mario Desmarais. Merci. M. Desmarais.
Alors, merci, chers membres du comité consultatif. Merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est une opportunité pour moi de participer à cette révision du livre vert-là. Pour moi, c'est extrêmement important. Je tiens tout d'abord à remercier M. le maire Guillaume Tremblay ainsi que M. Stéphane Enfield, président de la sécurité publique à Mascouche, qui me donne l'opportunité justement de pouvoir parler au nom de la ville de Mascouche en tant que directeur. Écoutez, je me présente devant vous avec 39 années d'expérience policière. Une belle carrière. J'ai eu la chance de travailler 4 années à la Gendarmerie royale du Canada, 30 ans et des poussières à la Ville de Montréal et depuis bientôt 5 ans à la Ville de Mascouche. Dans le cadre de cette carrière-là, j'ai eu la chance d'occuper plusieurs fonctions dans un service de police, tant à la gendarmerie qu'aux enquêtes que dans le cadre de la gestion comme cadre. J'ai également eu la chance de diriger des sections importantes telles la division du crime organisé au SPVM, la division des crimes majeurs au SPVM. Comme mentionné, depuis près de 5 ans, je suis à la tête du service de police de la Ville de Mascouche, organisation qui déploie un niveau de service 2. Sous la loi de la police actuelle, le niveau du service de la Ville de Mascouche est établi uniquement sur le fait de sa proximité avec la communauté urbaine de Montréal. Ce niveau de service fait peu de sens considérant la population de la ville, mais plus particulièrement son faible taux de criminalité. À titre d'exemple, la ville a le même niveau de service que des villes comme Trois-Rivières avec une population de 136 000 et comme vous connaissez bien M. Sévigny, la ville de Sherbrooke de 166 500. Fait inusité, la ville a un niveau de service supérieur à la ville de Saint-Jérôme avec une population de 78 800 versus moins 50 000 pour Mascouche. Ainsi donc, il y a lieu rapidement de revoir le niveau de service. Le niveau de service d'une ville devrait être établi en fonction de la taille de sa population, donc le service à offrir et son taux de criminalité. L'emplacement géographique devrait être un considérant secondaire. Le niveau de service doit être adapté aux réels besoins d'une population. Quels sont donc les niveaux et les impacts d'un niveau de service pour une petite ville comme Mascouche? Eh bien, un coût élevé des opérations afin d'avoir toutes les fonctions requises par notre niveau de service, mais également des coûts astronomiques en formation afin de pouvoir maintenir un niveau de compétence acceptable. À titre d'exemple, l'organisation de Mascouche doit être en mesure d'offrir le service de contrôle de foule en cas de manifestation, une foule agitée. Le coût des équipements, mais surtout le coût relié à l'efficacité d'intervention, les pratiques, la formation ne fait aucun sens. Ayant peu d'industrie sur son territoire, les probabilités d'avoir à intervenir sont inexistantes. D'autres obligations de loi par son niveau de service sont également peu réalistes et des plus onéreuses afin, encore une fois, d'être conformes à la loi. Des exemples, technicien en scène d'incendie, reconstitutionniste de scène de collision, conception de portraits robots par ordinateur. Voilà quelques exemples où la Ville doit investir des sommes importantes au détriment parfois de programmes en relations communautaires. Le volet enquête dans le cadre de cette révision se veut des plus nécessaires. Encore une fois, les petits corps de police ont de grandes difficultés à être efficaces considérant les sommes à investir afin d'être à la hauteur. Des enquêtes dans des secteurs comme la cybercriminalité, les fraudes ou encore les vols d'identité voient le taux de résolution peu élevé. De tels créneaux exigent une surspécialisation et l'appui de personnel civil. Il y a lieu de revoir et de regrouper rapidement ces enquêtes. Un bel exemple est le nombre de fraudes que nous avons vécues ici à Mascouche en lien avec le programme de la PCU, donc le programme Prestation canadienne d'urgence. Nous avons eu à enquêter plusieurs dossiers et force était d'admettre que nous n'avions pas la capacité, les fraudeurs se retrouvant dans les 4 coins du pays. La même chose au niveau des crimes majeurs. J'ai en tête agression sexuelle, meurtre, exploitation des mineurs ou encore le crime organisé. Comme je vous disais, j'ai eu la chance de travailler ces créneaux lorsque j'étais à Montréal. Les titres d'organisation n'ont pas la capacité, mais surtout la compétence pour être efficaces. Comme je vous l'ai mentionné plus tôt, j'ai eu l'opportunité de diriger ces sections. De tels niveaux d'enquête requièrent une grande expertise et des formations complexes. Un exemple simple, pensez à un jeune enfant de 3-4 ans qui est victime d'un attouchement sexuel. Les enquêteurs doivent rencontrer un enfant, ont besoin d'avoir des formations complexes pour être en mesure de sortir les verres du nez, si je peux m'exprimer ainsi, d'un enfant, et demandent beaucoup de pratique. Avec un bureau d'enquête composé de seulement enquêteurs à Mascouche, le nombre de formations spécialisées, afin que ceux-ci soient à la hauteur, nécessite des investissements importants malgré le volume des dossiers. Il y a donc urgence, comme je vous disais, de regrouper les enquêtes complexes afin d'offrir à la population une police efficace et que celle-ci soit financée par le provincial. Les équipes connues sous le nom de l'ERN
Escouade régionale mixte ou autrefois Carcajou pour les plus vieux, sont des bels exemples de regroupement et d'efficacité. Les enquêtes dans des petits services comme Mascouche devraient se rattacher à un service rapide de proximité. J'ai en tête les vols, les méfaits, introduction pour infraction, voies de fait, les menaces. L'ensemble des villes au Québec devrait donc être en mesure d'offrir un service à ses citoyens efficace et uniforme dans les façons de faire et adapté aux besoins locaux. Afin de parvenir à cette mission, la loi de police devrait encadrer de façon uniforme, unilatérale, les conditions de travail. Nous sommes d'avis qu'il y a urgence d'unifier les conventions collectives et d'avoir des conditions de travail identiques partout au Québec. Depuis de nombreuses années, les salaires ont explosé dans le monde policier. Les négociations faites à la pièce par chacune des villes font en sorte que le dernier ou la dernière ville à négocier le fait à partir des dernières villes qui ont signé une convention collective. Donc, il y a un build-up. La capacité financière des villes à offrir un service de police à un coût raisonnable devient de plus en plus difficile. La ville de Mascouche est certes un bel exemple. Reconnue comme offrant des salaires élevés, cette dernière se voit obligée de soumettre son dossier devant les tribunaux, n'arrivant pas à s'entendre avec la partie syndicale. La création de la loi 24 a bien sûr permis aux villes de débattre et d'aller devant les tribunaux pour justement obtenir une convention. Mais à ce jour, rappelons-nous que la seule ville qui a fait appel à ce tribunal est la ville de Mascouche. On peut se questionner pourquoi. En fait, les coûts reliés en temps homme, en préparation, les frais d'avocat, les frais de salle, etc., font en sorte que chacune des villes doit y passer 2 fois avant d'aller de l'avant. Il coûte moins cher de donner aux policiers ce qu'ils veulent que d'aller débattre le dossier devant les tribunaux. C'est un non-sens. Plus de 4 années se sont écoulées depuis la convention collective est issue ici à Mascouche et nous n'avons toujours pas de convention avec le tribunal. Ceci entraîne des relations de travail des plus difficiles et un ralentissement de la prestation de travail des policiers. Pourquoi un policier à Granby, un policier à Chicoutimi ou un policier à Mascouche ne gagnent pas le même salaire pour un même travail? Pourquoi des fonds de pension différents? Pourquoi la formation dans certaines villes se fait en déplacement durant les congés? D'autres endroits à taux simple et d'autres endroits en temps supplémentaire. Je vais vous demander de conclure, M. Desmarais, pour... il reste encore quelques secondes. Alors, je peux prendre une minute, cela dit, là, je veux dire. Une seule convention avec les mêmes clauses au Québec aurait un effet bénéfique. Comme vous avez pu le constater également, la formation représente le plus grand enjeu dans une police moderne adaptée aux besoins de la population. Les coûts reliés au travail policier ont explosé au cours des dernières années et les petits corps de police ont peine à suivre. Un policier en 2020 n'est plus juste quelqu'un qui donne des billets de contravention ou qui utilise la force nécessaire afin de mettre fin à un événement. Mais il doit maintenant être un psychologue, un avocat, être en mesure d'intervenir en santé mentale et posséder un jugement sans faille, et cela toujours sous la loupe du grand public. Il n'a pas le droit à l'erreur. Il y a lieu de revoir les critères de sélection en technique policière, basés principalement sur les résultats scolaires secondaires 4 et 5. La loi de police doit prévoir des plans de formation et de maintien des compétences pour l'ensemble des policiers. Et des sommes d'argent doivent être investis au niveau provincial à cet effet. Présentement, le seul endroit pour aller à l'école, c'est à Nicolet, alors que 2/3 des services policiers sont autour de la région de Montréal. Il y a lieu de revoir et mettre en place un centre où il pourrait y avoir de la formation. La révision du livre vert doit permettre aux villes comme Mascouche d'avoir l'opportunité d'avoir son corps de police, mais ceci doit être en revoyant le niveau de service, regroupant les enquêtes spécialisées et favorisant la formation et son financement. Merci. Merci beaucoup. Merci, ça fait le tour. Merci, M. Desmarais. Alors, on va procéder. On a une vingtaine de minutes d'échange, la période de questions. Alors, je regarde mes collègues. Est-ce que qui veut se lancer à ce moment-ci? Sinon, je vais y aller, je vais plonger. Moi, j'aimerais ça revenir. Il y a 2 mains de levées, là. Il y a 2 mains. Louis et Alex. Moi, je vois 3 mains de levées. OK, moi, j'en vois une. Celle de Louis, je ne la vois pas. Oui, Louis, Alex, puis Véronique, mais je pense que Véronique, c'est une erreur. Moi, je m'en viens tantôt. OK, bien écoutez, on va y aller avec Alex, ensuite Louis et ensuite Mme Gibault. Alors, merci. Monsieur Marc. Merci pour votre présentation. Ma question est, est-ce qu'avec les villes environnantes, vous avez des ententes de service pour le soutien? Je sais que la Couronne Nord de Montréal, il y a des ententes, entre autres, avec l'identité judiciaire et d'autres services.
Est-ce que Mascouche, vous avez des ententes également avec d'autres municipalités alentours? En fait, oui, nous avons une entente qui touche la section identité judiciaire. Maintenant, je vous dirais, là, pour les 11 corps de police de la région Nord, même si on a une entente, c'est très peu utilisé. Pourquoi? Bien, les conventions collectives de tous et chacun font en sorte qu'on ne peut pas mettre en pratique cette entente-là. OK. Monsieur Côté. Votre micro, on ne vous entend pas. Si je comprends bien, si vous ne seriez pas CMM, vous ne seriez surtout pas un corps de policier niveau 2, c'est ça? Exactement, nous serions un niveau 1. OK. Mais là, moi, je voudrais que vous me parliez de régionalisation de l'expertise, que ce soit reconstitutionniste en accident, enquêteur en scène de crime, sexuel, cybercriminalité. Vous avez parlé d'un regroupement. Comment vous le voyez, vous, de votre côté? Bien, en fait, comme je vous dis, j'étais très, très limité par le temps, mais il y a certains services, là, des services qu'on utilise peu souvent, qui se doivent ou devraient être regroupés. Contrôle de foule, effectivement. Exactement. Contrôle de foule, on pourrait former des gens dans chacune des organisations pour se doter d'une force si on a lieu d'intervenir. Mais vous l'avez mentionné, un bel exemple, un reconstitutionniste d'accident. On l'utilise principalement dans les cas où il y aura décès ou un risque de décès ou d'actes criminels reliés à cet accident-là. Chez nous, ça pourrait représenter peut-être 1-2 dossiers par année. Mais si j'ai à former un individu, ben, il ne développe pas l'expertise et deux, les formations, comme je vous disais, sont très, très coûteuses. Donc, c'est le genre de formation, c'est le genre de regroupement qu'on pourrait faire. Identité judiciaire, on en a parlé. Nos voisins, exemple, à Terrebonne, ont 2 techniciens d'identité judiciaire. Chez nous, on en a un. Un regroupement, ben, on n'aurait pas besoin d'en avoir 3, on aurait besoin d'en avoir 2. Deuxième des choses, chez nous, dès que le technicien d'identité judiciaire prend des vacances, ben, on est à découvert, qu'on n'a plus personne, donc on doit faire appel à la Sûreté du Québec qui n'est pas toujours disponible. Donc, c'est le genre de regroupement en soutien qui serait très intéressant. Où est-ce qu'il y a le plus de gains à faire, de toute évidence, c'est au niveau des enquêtes. Comme je vous disais tantôt, les enquêtes doivent être des enquêtes de proximité, des petits crimes dans une petite ville, mais tout ce qui est crime d'envergure, crime qui demande des grandes formations. Cybercriminalité, c'est pas un secret. Même lorsque j'étais à la ville de Montréal, qui est un gros corps de police, je pense, on n'avait même pas la capacité de le faire. Donc, c'est des lieux qu'il faut développer, des créneaux d'activité. J'ai passé une partie de ma carrière, quand j'étais enquêteur aux homicides à Montréal, à courir après les mêmes bandits que la Sûreté du Québec, de la GRC, de Laval, puis tout ça. On travaillait les motards, on les travaillait chacun sur notre côté, fréquemment avoir 2-3 équipes de surveillance physique en même temps, sans même qu'on se parle, qu'on soit au courant. Donc, il y a lieu de regrouper les enquêtes spécialisées. Il y a lieu également de mettre en place là, un niveau de renseignement commun au Québec et laisser plus les créneaux de petits crimes aux petites villes. Dernier point, monsieur. Vous avez dit que l'utilisation de la loi 24 était extrêmement dispendieuse, pour ne pas dire difficilement accessible. Les coûts. Oui, c'est exact. Si tu veux, Mario, je peux y aller là-dessus. Je ne vais pas te mettre vu que c'est enregistré. Donc, oui, pour la ville de Mascouche, nous autres, ça nous coûte, on est rendu au-delà de 200 000 de payer. C'est beaucoup d'argent présentement. Puis, vous savez que toutes les fraternités au grand complet des policiers du Québec payent pratiquement pour défendre les policiers de Mascouche. C'est notre réalité. Nous, on a décidé de garder le cap. On garde le cap, mais je vais vous dire une chose, c'est qu'à un moment donné, la pression devient tellement importante qu'on se dit, on est-tu mieux de négocier puis de trouver un compromis? Mais tantôt, ce que le chef de police disait, ça n'a aucun sens qu'on soit obligé de penser d'arriver à un compromis. C'est pour ça que l'idée d'avoir une convention collective à la grandeur du Québec, ou du moins peut-être pour avoir des certains corps comme Montréal, par exemple, mais les plus petits corps comme les nôtres, pour avoir une convention négociée à travers le Québec, on arrêterait de chicaner à tous les 4 ans. De se comparer entre les villes, surtout. Merci. Madame Gibault. Oui, bonjour. 2 volets. D'abord, Maître Anfield, bonjour. Ça fait plaisir de vous revoir. Bonjour. Maître Anfield, je voulais juste vérifier avec vous la question du... je comprends votre point de vue pour pouvoir nommer le chef de police puis avoir un contrôle, etc., mais vous le voyez, j'imagine aussi dans le cadre d'avoir une ouverture sur les candidatures, j'imagine. C'est sûr que le dernier mot peut peut-être revenir sur l'autonomie de la ville parce que c'est vous autres qui allez travailler avec le chef de police, mais en autant évidemment que
j'imagine que parce qu'on parle de peut-être de lignes directives pour tous les directeurs de police dans l'éventualité où on fait certaines recommandations. Est-ce que vous voyez ça aussi? Bien, vous savez, ce qui est important en l'espèce, c'est que, comme je le mentionnais, c'est le conseil qui est imputable et qui est redevable. Chaque municipalité a une enveloppe budgétaire, comme je dis souvent, on a une tarte et cette tarte-là doit être répartie et il faut évaluer la capacité de payer des citoyens. Je comprends qu'il doit y avoir des lignes directrices. Il peut y avoir des lignes directrices à travers le Québec pour savoir un directeur de police, c'est quoi les compétences, qu'est-ce qu'on recherche, mais il ne faut pas non plus minimiser l'aspect régional, c'est-à-dire qu'on a à Mascouche une particularité ou des particularités qui sont peut-être différentes des autres municipalités de la même envergure. Alors, il faut aussi tenir compte de tous ces aspects-là, à mon avis. Je ne sais pas si Guillaume, tu aurais quelque chose à ajouter sur ce point-là. Une suggestion qu'on pourrait faire peut-être pour essayer de trouver un compromis, parce que moi je trouve ça aussi intéressant que le gouvernement du Québec veut s'assurer de participer, peut-être qu'il pourrait participer activement, donc d'avoir quelqu'un un observateur pour nous assurer que notre procédé tout fonctionne bien jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière entrevue. Ça pourrait être intéressant, là, comme ça on s'assure d'avoir quelqu'un d'impartial. OK. Puis mon autre volet, peu importe à qui, vous avez sûrement pris connaissance du rapport de la DPQ pour, évidemment, sur la carte policière pour enrayer les niveaux 1 et niveau 2. Votre réflexion là-dessus, s'il vous plaît. Bien, écoutez, c'est clair, un peu comme Mario disait tantôt au niveau des niveaux 1 et niveau 2. Pour nous, si on est capable de rallier certains services pour qu'on devienne vraiment plus un corps de police un peu plus de proximité. Et c'est ça que vous voulez dire, là, madame? Bien, c'est parce que dans le rapport de la DPQ, les corps de police, c'est-à-dire les directeurs de police au Québec, ont fait une proposition en disant que nous autres, on recommande, presque tout le monde est d'accord, sauf exception. Sauf exception. On a entendu peut-être des exceptions, là, mais sauf exception, tout le monde dit que oui, il devrait y avoir un remaniement de la carte policière, la desserte, et que les 1 et 2 devraient normalement plus exister. D'accord avec ça. Moi, ça me va à cet égard-là. Mario, je ne sais pas si tu as de quoi dire là-dessus. Je sais que... Écoutez, oui, le DPQ arrive avec certaines conclusions, mais sans avoir participé aux différents travaux des comités, c'est peut-être pas aussi clair, Mme Jubault, de la position de la DPQ de ne plus avoir de niveau 1, 2, d'avoir seulement des niveaux 3 en montant. Je pense l'idée, puis je vais me garder une certaine gêne, parce que je ne vais pas parler au nom de l'association, mais l'idée est peut-être plus de regarder certains regroupements qui seraient certaines logiques. Gênez-vous même pas. Puis même pour en avoir parlé avec certains des collègues au pourtour, d'avoir des ralliements de services, je pense qu'on est rendu là, puis on est même ouvert à ça. Moi, ne parlez pas de regroupement de police imposé, là, comme on a déjà vu dans le passé, mais d'avoir des ralliements de certains services, comme Mario donnait tantôt. Je pense qu'on peut penser qu'on est rendu là, parce qu'à un moment donné, le budget de Mario, le budget de chef de police à Mascouche est rendu énorme là, versus le budget global. Et pour nous, c'est vraiment, si on est capable d'aller chercher des économies là, ça peut être intéressant. Mais je pense que je peux rajouter, si on fait des regroupements dans des enquêtes spécialisées, entre autres, comme Mario mentionnait, je pense que la population de ces municipalités-là en sortira grand gagnante parce que, bon, tu le dis bien, Guillaume, tout est une capacité de payer des citoyens. Et si on est capable de regrouper ces organisations-là en escouade, spécial, évidemment, on va en sortir gagnant. Meilleur service. Oui, exactement, surtout. Avant de donner la parole à M. Matt, moi j'avais une question de précision. Vous dites qu'il ne faut pas que ce soit imposé, ça je le comprends. M. le maire, vous dites que les conventions collectives ça commanderait une intervention de l'État. Comment ça s'inscrit par rapport à l'autonomie municipale, cette espèce de volonté de dire oui, ça prend une intervention du gouvernement à l'égard des conventions collectives en préservant l'autonomie? Comment vous voyez ça? Bien, écoutez, clairement, il y aurait une négociation nationale, il faut se le dire clairement. Je pense qu'il va y avoir un travail à faire, puis je ne dis pas que ça va se faire en claquant des doigts. Cependant,
pour le vivre chez nous. Écoutez, il y a des villes voisines qui ne disent jamais on va fusionner avec toi, Guillaume, parce que tes salaires de tes policiers est élevé. Puis je veux dire, ça a été négocié. Ça a été négocié de bonne foi dans le passé. Là. Je ne veux pas ramener ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une job du gouvernement du Québec de dire on va mettre nos culottes, puis on va s'asseoir avec tous ces gens-là, puis on va essayer de trouver un compromis, quitte que ça peut se faire sur quelques années. Mais je pense que d'avoir une convention nationale à l'égard des policiers, on est rendu là parce qu'à un moment donné, c'est la population qui va en payer le prix, puis ça n'a plus de sens. Puis ça, je veux dire, à un moment donné, il va falloir, on se le demander, à un moment donné, est-ce qu'on est mieux de fusionner parce que ça va nous coûter moins cher, mais je pense que c'est pas, on le voit pas de la bonne façon, c'est un service de proximité, on veut le garder. Moi, je le vois d'ailleurs encore plus avec la COVID présentement, le service de proximité qu'on peut donner à notre population. Quand je me compare avec des villes sans délivrer la Sûreté du Québec, mais le service de proximité qu'on est capable de donner chez nous, j'en suis bien fier. À un moment donné, la fierté, elle a un coût, puis à un moment donné, il faut y repenser. Je ne sais pas si je réponds un peu à votre question, M. le Président. Oui, merci. Monsieur Matt, c'est à vous. Mme Jennings est avant moi, je pense, Bernard. Je peux la laisser aller, puis je vais y aller par la suite. Moi, je n'ai rien sur mon tableau de Mme Jennings, mais manifestez-vous parce qu'il y a un petit problème dans la priorisation. OK, ben, je vais y aller. M. Desmarais m'a fait sursauter tout à l'heure quand vous avez parlé du renseignement criminel. Vous avez dit que le partage ou le niveau de renseignement était à travailler. Est-ce qu'il y a une problématique importante au niveau du partage ou de l'alimentation des banques de renseignement? Mais en fait, au niveau je l'appellerais national, le partage du renseignement se fait très bien. Le CRCQ fait un travail excellent en lien avec la Sûreté du Québec, les grandes organisations. Ce qui est peut-être un petit peu plus problématique est le partage de petites informations, j'appellerais. Le renseignement lié plus aux criminalités locales et tout ça. On passe beaucoup de temps, d'énergie à faire un portrait comme vous savez, là, on a eu une période, ça a été le terrorisme qui était un problème. On a eu l'époque nos actions étaient accentuées sur les motards. Mais les petites réalités locales, les petits problèmes, c'est peut-être ce renseignement-là qui est plus difficile à partager. Je ne sais pas trop quelles sont les problématiques à Terrebonne qui sont mes voisins. Je pense que Terrebonne ne sait peut-être pas quelles sont mes vraies problématiques à Mascouche. Donc, on est deux voisins. Il y a juste une autoroute qui nous sépare. Mais c'est plus ce genre de transfert d'informations-là commun qu'une banque à mettre en place. Là. OK, merci. Madame Jennings, est-ce que ça va? Oui, merci. J'aimerais poser ma question. Oui, allez-y. OK, rapidement. Vous avez parlé de respecter l'autonomie municipale, l'autorité décisionnelle au niveau de la nomination du directeur de police. Nous avons déjà des municipalités qui sont desservies à 100% par la Sûreté du Québec. Est-ce que vous croyez qu'ils ont trouvé un moyen pour faire respecter leur autorité décisionnelle quant à la nomination du commandant de la Sûreté qui sera responsable pour leur territoire? Et si oui, est-ce que ça fonctionne bien? Et sinon, est-ce que vous avez une proposition à faire? Bien, écoutez, moi, pour participer à quelques rencontres avec des collègues, à ce que j'entends, je ne suis pas certain qu'eux autres participent activement là, à la nomination du chef de police de la SQ de leur secteur. Mais je ne veux pas mettre ma main au feu, mais je n'ai jamais entendu parler qu'ils participent activement à ça. Tandis que chez nous, au contraire, je pense que si on veut garder nos corps de police de proximité, la réalité, par exemple, je vais vous donner un exemple de Candiac, qui a un corps de police local versus Mascouche. Mais si nous, localement, on décide que la police communautaire, jeunesse, parce que moi, j'ai une ville de famille, si dans une autre ville, c'est plus les aînés, on peut aller chercher justement un chef de police. Puis d'ailleurs, quand on avait embauché M. Desmarais, c'était justement parce que la vision communautaire, la vision des écoles, donc pour nous, c'était vraiment... La patrouille à vélo. La patrouille à vélo, donc c'est tous des éléments que pour nous, c'était important, mais peut-être que notre chef de police, quand on l'avait questionné là-dessus, il croyait vraiment. Ben ailleurs, peut-être un autre chef, mais peut-être une autre vision, une autre façon de faire. Mais moi, je le répète, je suis bien ouvert d'avoir quelqu'un du national là, qui soit à nos côtés pendant les entrevues pour nous assurer, parce que
j'ose espérer, puis je ne peux pas croire qu'au Québec, en 2020, qu'il y ait encore des deux mains dans la politique, dans les opérations policières. Je ne crois pas qu'il y a ça vraiment, à moi que je suis naïf, là. Mais je suis jeune encore, je vais garder ma naïveté, c'est ça qui me rend plus beau, ça a l'air. Mais si on est capable d'avoir quelqu'un de Québec pour nous accompagner, nous assurer que le processus est bien fait, je pense que c'est gagnant pour tous et chacun. Merci. Moi, j'ai une question, parce que je n'en ai pas vu d'autres malgré mon système défaillant. Votre 11e recommandation porte sur des indicateurs d'efficacité et de performance parce que ça manque sur le plan national pour pouvoir se mesurer par rapport aux autres corps de police. C'est ce qu'il faut comprendre. Est-ce que, par exemple, M. Desmarais, le rapport que vous faites annuellement au MSP pourrait renfermer les éléments qui pourraient permettre l'élaboration d'indicateurs de mesure et de performance? Face au travail du directeur ou face aux besoins de la ville? C'est ça, il faut se questionner. Parce que faire un rapport, faire une reddition de compte par rapport à ce que ma vision des choses que je fais au MSP, pour moi, c'est une chose. On a des indicateurs, je pense à l'inspectorat, par exemple, qu'on fait régulièrement puis qu'on a à respecter certaines choses. Je pense au rapport qu'on fait en discipline, en déontologie policière et tout ça. Mais je pense qu'on parle ici plus d'une reddition de compte face aux besoins d'une ville et tout ça. C'est pour ça que puis je fais très attention parce que je fais aussi partie d'une organisation qui a une position tout à fait contraire de celle de M. le maire par rapport à la nomination d'un chef de police, etc. Mais je pense et je suis d'avis qu'il y a lieu d'avoir une reddition de compte tant envers le MSP qu'envers la municipalité pour laquelle qui paye ton salaire. Maintenant, est-ce que cette reddition de compte-là doit être la même de façon uniforme, conforme pour l'ensemble des directeurs? Bien, ça serait élaboré, là. Oui, il peut y avoir des indicateurs semblables, pareils, mais il y a des choses aussi qui sont de nature locale. Une ville fortement criminalisée n'a pas nécessairement les mêmes besoins d'une ville qui a des relations de travail difficiles avec ses policiers. Une ville qui est à 95% francophone unilingue, avec des jeunes familles, n'a pas nécessairement les mêmes besoins de ce qui se passe dans d'autres villes. Puis je ne veux pas nommer aucune ville ici, là. Donc, oui, une reddition de compte, mais il y a lieu qu'elle soit adaptée à la nécessité d'une municipalité. Mais quand vous recommandez, puis je vais le lire, il est recommandé d'établir des indicateurs de mesure d'efficacité. Ça, c'est par rapport au conseil municipal, à la population, donc. C'est plus dans ce sens-là que la recommandation repose là, sur... Bien, l'idée de base de la DPQ est d'avoir, comme je vous dis, des indicateurs de performance semblables. Ce qu'on veut, l'idée de la DPQ, si je me permets, puis je fais bien attention parce que je ne veux pas me substituer au porte-parole de la DPQ, là. Mais il y a lieu de mettre en place certaines protections pour les directeurs de police pour justement qu'il y ait une reddition de compte saine, comme quoi que oui, il a fait son travail. Tantôt, qu'il n'y ait pas d'ingérence politique, bien, malheureusement, il y a des endroits qui en ont. Il y a des endroits qui ont des jeunes directeurs puis qui n'ont aucune protection si on met fin à le contrat de travail. Donc, l'idée de la DPQ, qu'on puisse avoir une reddition de compte pour voir est-ce que le directeur fait son travail. Bon, avec ce qui est demandé d'une main du MSP, mais moi, ma position, c'est également ce qui est demandé par la municipalité, qui doit avoir un droit de regard sur le travail de son corps de police. C'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je m'adresse aux membres du comité, parce que là, le temps a filé et effectivement, c'est toujours un peu trop court. On aurait pu en parler le restant de l'après-midi. Donc, ça complète. Mais écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, M. Desmarais. Merci, M. Enfield. Merci de vous être prêté à l'exercice. Et ça va nous permettre, nous, de nourrir, ça va permettre de nourrir notre réflexion et les recommandations qu'on a à soumettre à la ministre également. Alors, merci infiniment et au plaisir, Guillaume. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au plaisir. Au revoir. Plaisir.